Claude Janvier, bonsoir, désolé pour cette longue introduction. Bonsoir. Et merci de m'avoir invité. C'est très gentil à vous. Meilleurs vœux, merci d'être avec nous. Meilleurs vœux à vous et à toute l'équipe de Planète 360. Le virus et le président enquêtent sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire, coécrit par le journaliste d'investigation Jean-Loup Isambert et vous, Claude Janvier, écrivain et polémiste. Ma première question pour démarrer notre échange: pourquoi ce livre, Claude Janvier? Matin, midi et soir, on mange du Covid à longueur de journée avec les chaînes d'information en continu, la presse écrite. Vous n'avez pas le sentiment qu'on a fait le tour de la question? Il y a encore des choses à dire? Très bonne question. Ah oui, oui, non, il y a plein de choses à dire. Bon, il est vrai aussi que pour la petite histoire, Jean-Loup et moi, en réalité, on avait commencé à travailler sur un projet commun de livre sur la situation de notre pays, la situation économique, sociale, culturelle. Et on avait commencé donc à travailler en 2019 sur, voilà, on faisait un point sur où on en était arrivé, parce qu'on était tout à fait conscients, lui et moi, qu'il y avait déjà une forte crise économique, mais qui était complètement occultée, masquée par tout un tas de propagande, entre guillemets, médiatique, voilà, sur un peu toujours le même axe. Tout va bien, braves gens, dormez tranquille, allez travailler tranquille, tout se passe bien. Vous savez, on est dans un pays riche, industrialisé, etc., etc. Les impôts augmentent, mais tout va bien. Il y a de plus en plus de chômage, mais tout va bien. Et le monde culturel est en train de sombrer, mais tout va bien. Donc, on était en train de travailler avec acharnement sur ce projet. Arrive début 2020. Et là, paf, la crise sanitaire, cette espèce de pandémie, entre guillemets, certains l'appellent un plandémie, mais bon, là, je vais peut-être pas développer ça pour l'instant, mais bon, donc, ça nous explose évidemment en plein visage, et là, avec Jean-Loup, on se dit, bon, c'est bien, on a fait un bon bouquin sur l'analyse de notre pays, mais là, on peut pas occulter ce qui se passe. Et donc, on a commencé évidemment à reprendre notre enquête, etc. Et à incorporer, bien entendu, une grosse enquête sur tout ce phénomène de Covid-19, voilà, qui a démarré, comme tout le monde le sait, avec un premier confinement au 15 mars 2020. Voilà un peu le cheminement. Donc, du coup, on a mis deux chapitres entièrement consacrés à cette affaire de coronavirus, macronavirus. Enfin, il y a les deux, bien sûr. Et puis après, évidemment, on a continué à développer ce qu'on avait déjà développé avant, c'est-à-dire dans notre précédent manuscrit, à savoir la crise économique, elle était déjà là, etc., etc. Voilà, en gros, pourquoi on n'a pas pu faire autrement que de... Et en plus, il y a beaucoup à dire. C'est pas un sujet... C'est loin d'être un sujet fermé, vous voyez. Cela fait des années que les hommes politiques de tous bords, les médias, nous rabâchent que la France est une grande puissance économique mondiale, que nous avons le meilleur système de santé au monde. Olivier Véran nous le rappelle régulièrement. La France est l'un des pays les mieux préparés à faire face au Covid-19, titre Le Figaro en février 2020. Pour écrire de la merde, on a aussi les meilleurs journalistes au monde. Alors, Claude Janvier, dans votre livre, vous revenez très longuement sur notre système de santé. Ma question est simple. Dans quel état est vraiment notre système de santé aujourd'hui? Sommes-nous les meilleurs du monde, comme le proclame une bonne partie de notre classe politique? Alors, je ne sais pas, de meilleurs du monde, entre guillemets, mais alors ça, c'était avant. Vous voyez, aujourd'hui, je vais être direct, mais je vais développer quand même. On est un pays sous-développé en matière sanitaire. Voilà. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls au niveau européen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bruxelles, donc, la communauté européenne, Bruxelles, voilà. Ça fait des années et des années que Bruxelles donne l'ordre à tous les pays européens déjà de diminuer les budgets alloués au système de santé, que ce soit la France et nos voisins européens.
ça fait des années que les hôpitaux publics sont à la ramasse, mais à la ramasse pas au niveau des gens qui y travaillent, parce qu'eux, ils sont dévoués. Ils sont à la ramasse au niveau matériel, excusez-moi, au niveau budget. Je rappelle comme ça vite fait que quand même le ministère de la Défense, aujourd'hui et même un peu avant, ramasse à peu près 36 milliards ou 37 milliards d'euros de budget, je parle du ministère. Hein. Le ministère de la Santé ramasse 1 milliard 140 millions. Donc vous avez 36 milliards pour le ministère de la Défense et 1 milliard 140 millions pour le ministère de la Santé. Bon, déjà, on peut se poser quand même quelques questions. Il y a plus de budget alloué à fabriquer des bombes et des avions qui vont tuer des gens que pour les soigner. Donc déjà, bon, bref, vous avez compris. Mais alors, en plus, bon, c'est vrai que notre système de soins est complètement à la ramasse. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous avez 7 Français sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons multiples. Enfin, les raisons multiples, elles sont simples à comprendre. Un, le délai de rendez-vous. Aujourd'hui, vous voulez avoir un rendez-vous avec un praticien spécialiste. Ça peut mettre des mois, voire presque une année. Il faut pas que ça soit urgent, hein, je vais vous dire, parce que sinon, vous avez le temps de développer je ne sais pas combien de pathologies. Donc déjà, quand vous appelez un praticien spécialiste ou vous tombez sur une plateforme que vous ne savez même pas où elle est et qui vous renvoie à une date à 6 mois en arrière, ou carrément ça ne répond pas, ou carrément, bien entendu, c'est de s'occuper, donc voilà. Donc déjà, c'est très rébarbatif. Si vous voulez un rendez-vous, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment s'accrocher. Ensuite, il y a de moins en moins quand même de médecins dans le monde rural. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les Français n'habitent pas en ville, loin de là. Et en réalité, il y a beaucoup peut-être de médecins sur Paris, mais dès que vous vous éloignez un peu de l'Île-de-France, il y a quand même de moins en moins de médecins généralistes dans les petites villes de province ou voire dans les petits villages. Dès qu'il y en a un qui part à la retraite, il est souvent pas remplacé. De même pour le service public dans les hôpitaux. Ce qu'il faut comprendre, bon, moi j'habite une petite bourgade dans l'Eure, il y a un hôpital, ils ont sucré Madame Buzyn, que je ne présente pas, l'inénarrable Buzyn, qui a supprimé le service maternité. C'est très intéressant, ça veut dire que les femmes enceintes, le jour où elles accouchent, elles sont obligées d'aller à Rouen, à Caen, moi j'habite en Normandie, à Rouen, Caen, Lisieux, Évreux. Ouais, ou alors elles vont accoucher dans la voiture. Non mais alors, c'est un hôpital public. Donc, alors après, les hôpitaux publics sont surchargés au niveau des urgences. Ben oui, c'est un peu logique. Les gens ne pouvant pas consulter un praticien ou un spécialiste, s'ils ont une maladie grave qui se déclare ou une pathologie grave ou inquiétante, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux urgences. Du coup, les urgences sont saturées. En plus, les urgences sont sous-équipées. Il n'y a pas suffisamment d'équipement. On l'a vu dans cette histoire de Covid-19. Au début, c'était quand même ubuesque. Enfin, ubuesque. C'est ubuesque, pas pour les soignants, hein, parce que les soignants étaient débordés, mais alors, pas d'appareil respiratoire, pas de test, pas de blouse. Non, mais je sais pas, vous vous rappelez, je pense que les auditeurs peuvent aussi, et vous-même, vous rappeler que les infirmiers et le personnel soignant sont obligés de découper des sacs poubelles pour... non, mais... Alors, on est la 6e puissance mondiale. Wow. Je suis impressionné. 6e puissance mondiale et on n'était pas foutu de fabriquer des masques, parce que je me rappelle aussi l'histoire des masques. C'était quand même, alors là, c'était du grand guignol, c'était du grand théâtre. Même Laurent Nunez, l'inénarrable Laurent Nunez, le bras droit de Castaner à l'époque, avait déclaré sur France 2 avec Delahousse, et Delahousse, quand même, lui attendait un piège. Il dit, mais alors ces masques, ils arrivent. Ouais, ça faisait des mois que tout le monde attendait les masques. Alors, comme il était interviewé, je me rappelle d'une interview intéressante d'un chauffeur de taxi dans le fameux film Hold Up, Taxi de complotiste. Le chauffeur de taxi m'a fait rire parce qu'il disait, mais quoi, on est dans un pays, on fait des trains, des avions, wow, ouais, on n'est pas foutu de fabriquer des masques. Alors c'est vrai que ça... Wow. Alors en fait, voilà. Mais ce qui est dramatique,
parce que 7 Français sur 10 aujourd'hui renoncent à se soigner, et aussi par manque d'argent, parce que j'ai développé, je pense suffisamment, le problème des rendez-vous avec des praticiens, mais à côté de ça, il y a aussi le manque d'argent. Donc, du coup, on se retrouve avec 7 Français sur 10 qui renoncent à se soigner, ce qui est très grave. D'ailleurs, avec cette histoire de coronavirus, beaucoup de gens n'ont pas été consultés aux urgences ou même leurs praticiens. Et certains médecins disent, parce que certains médecins quand même osent dire la vérité, il y a des cas de cancer qui ont été déclarés, les gens n'ont pas été consultés, etc., etc. Donc on est vraiment, je suis désolé de le dire, hein, mais on est sous-développé. On est devenu un pays sous-développé et qui n'est pas en passe d'être de développement sur ce terrain-là. D'ailleurs, et comme le sujet de l'industrie d'ailleurs, mais ça on peut peut-être le développer un peu après, mais voilà. Donc voilà un peu malheureusement le système de soins et de santé. Et j'ajoute une dernière chose aussi, c'est que pendant cette histoire de premier confinement, où soi-disant les urgences étaient sursaturées de malades, etc., ce qui était probablement vrai au niveau des hôpitaux publics. Alors après, il y a quand même une chose curieuse, c'est que ni Emmanuel Macron, ni son ministre de la Santé à l'époque, n'ont pas voulu réquisitionner les cliniques privées. Ça, c'était très intéressant aussi. C'est-à-dire que les cliniques privées étaient vides. Fabuleux. C'était vide. Surcharge dans les hôpitaux publics, vide dans les cliniques privées. Cherchez l'erreur. Pourquoi on refuse de mettre de l'argent dans la santé, dans la recherche? Tout le monde se souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron devant une aide-soignante. Il n'y a pas d'argent magique. Enfin, sauf pour le monde de la finance, les marchés financiers sont en bonne santé. Ah, mais il se porte très bien. Alors ça, c'est toute une partie qu'on a développée dans notre livre. Il se porte très bien. Non, mais c'est risible. Une déclaration comme ça d'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'argent magique. Bon, déjà, comme je l'avais évoqué, il y a quand même 37 milliards ou 36 pour le ministère de la Défense et il y a qu'un petit milliard pour le ministère de la Santé. Donc déjà là, bon, il n'y a pas d'argent magique, mais enfin bon, passons. Ensuite, bon, il n'y a pas d'argent magique, ça me fait doucement rire parce que chaque année, mais ça ne date pas d'Emmanuel Macron, c'était déjà valable sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy, et peut-être et certainement même bien avant. Mais chaque année, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État français fait à peu près peu ou prou 200 milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons du CAC 40. Vous savez, ceux qui se prénomment, ceux qui se disent qu'ils sont écrasés de charges, les pauvres chéris, ils sont écrasés de charges. Mais quand même, ils ont des subventions, des exonérations fiscales et ils ont du crédit d'impôt. Et tout ça, ça vous donne à peu près 200 milliards de cadeaux. En revanche, quand vous êtes vous, une petite PME, PMI, un petit commerçant ou un petit artisan, alors là, vous pouvez vous accrocher pour les cadeaux fiscaux. Hein. Il n'y en a pas. Si vous êtes en retard d'avoir payé votre URSSAF ou votre TVA, là vous prenez une amende majorée, illico, presto. Donc, et ce qui est dramatique, c'est que ces cadeaux fiscaux aux grands patrons du CAC 40, si encore ça servait à développer des emplois, mais pas du tout. Quand vous regardez le saccage systématique de la France au niveau des industries, il n'y a plus d'industrie en France. Il n'y a plus d'industrie. On a bradé Alstom, merci Monsieur Macron, ArcelorMittal, terminé, il n'y en a plus. Les grosses industries, il n'y en a plus. Ça a précipité énormément de gens au chômage. Donc, il n'y a plus d'industrie aujourd'hui. Donc, on est. Alors, la seule industrie que la France pouvait encore espérer développer et développait, c'était le tourisme. Or là, le tourisme, depuis les confinements, c'est terminé. Il y a plus de touristes en France. Donc, on est aujourd'hui dans une phase dramatique, mais c'est catastrophique. On est dans un pays qui est en pleine déliquescence au niveau sanitaire et qui est en pleine déliquescence au niveau industriel et déliquescence aussi au niveau culturel, parce que là, on a évoqué évidemment l'industrie et tout le problème de tout un tas de gens qui ont été précipités au chômage, mais tout le domaine culturel, c'est-à-dire là, je pense à tous les intermittents du spectacle, à tous les gens qui travaillaient dans l'événementiel, les festivals, les concerts, etc. Il n'y a plus rien qui se passe et il n'y a plus rien qui va se passer. Parce que malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais quand même, je pense qu'il faut mettre une certaine dose de réalité.
s'est annoncé 2021, Delfrécy, vous savez, le grand patron du conseil scientifique, celui qui nous rabat les oreilles avec des rapports alarmants tous les jours, l'a dit, il l'a déclaré à la presse il y a peu, il a dit 2021 va ressembler à 2020. Vous êtes prévenus, on est tous prévenus. Voilà. Il n'y a que ceux qui ont un peu les yeux, je sais pas, un peu les yeux un peu cachés, là, ils se voient l'espace, qui l'ont pas vu encore ça. Mais il faudrait qu'ils le voient parce que la situation va pas s'améliorer, malheureusement. Enfin, actuellement, l'argent coule à flot. Vous en pensez quoi des aides distribuées aux entreprises, les restaurants, les bars, les salles de sport? Vous croyez qu'on peut distribuer de l'argent comme ça de manière indéfinie? Ah non, de toute façon, bon, je pense qu'il y a des aides effectivement qui ont été mises en place par l'État. Donc déjà, M. Macron parlait qu'il n'y avait pas d'argent gratuit, mais enfin apparemment il le trouve là l'argent, hein, parce que bon, ouais, bon bref. On va remarquer quand un État commence à faire fonctionner la planche à billets, en fait finalement aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. N'importe quel État peut fabriquer de l'argent. C'est vrai que là, on est dans tellement de l'abstrait et presque de l'argent numérique, et aujourd'hui, bon, ça ne veut plus dire grand-chose, mais nonobstant tout ça, évidemment que les aides de l'État ne vont pas durer à vitam aeternam. Évidemment aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez tout un secteur. Alors, je lisais un article ce matin dans Marianne, mais des restaurateurs qui disent oui, oh ben non, mais c'est bien, on a des aides de l'État. Je me suis dit, et on ne souhaiterait même pas réouvrir de suite parce qu'on veut être sûr que le protocole sanitaire, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je vais dire, mais c'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas, ils ne réalisent pas qu'il n'y aura pas de situation qui va revenir à la normale, pour plusieurs raisons d'ailleurs qu'on peut développer après. Mais alors en attendant, vous avez quand même, si vous ne rentrez pas dans la bonne case au niveau des formulaires, ben vous n'avez pas droit aux aides. Bon, vous savez, j'ai une cousine qui est propriétaire d'un gîte en Charente-Maritime. À partir du moment où elle était ouverte, ah ben, elle n'avait pas droit aux aides. Sauf qu'elle n'avait pas de clients, puisque les clients avec les confinements, tout ça, venaient pas. Donc, et puis ils viennent toujours pas bien. Vous savez qu'en ce moment, le tourisme ne se porte vraiment pas bien en France quand même. Ben, c'est normal, il n'y a plus de touristes étrangers. Et puis vous, aujourd'hui, c'est pas très drôle d'aller se balader. Vous pouvez même pas vous arrêter manger un bout, ni boire un café. Enfin, moi, je veux dire, ça va. Moi, je vais m'arrêter en cours de route pour aller bouffer du McDo, c'est pas mon truc. Donc, bon. Mais du coup, oui, on s'est appelé l'autre fois. Elle me dit, j'ai pas droit aux aides. C'est magique, parce qu'elle est ouverte. Ah ben oui, non mais elle est ouverte, mais elle n'a pas de clients. Donc, on est dans un espèce de truc. Alors évidemment, les restaurateurs vous disent, bon, heureusement, le chômage partiel fonctionne pour mes employés, ils touchent 84% de leur salaire. 84%, donc déjà, ils ne sont pas à 100% du salaire. Hein. Bon, déjà, quand vous avez un serveur qui est payé, j'en sais rien, 1400 € par mois, il touche que 84% de ça, ce qui est quand même... Déjà, son pouvoir d'achat à lui a diminué. Déjà, quand même. Parce que c'est bien joli, hein, toutes les déclarations des ministres qui sont sortis de Sciences Pipo, excusez-moi, j'aime bien ce terme de Sciences Pipo, vous voyez. Mais c'est bien joli, mais je veux dire, eux, les ministres, ils ne s'en sont pas à 84% de leur salaire, ils touchent leur salaire plein pot, si vous voulez, donc ils n'ont pas de problème de fin de mois, etc. etc. Donc là, ça ne va pas durer de vitam aeternam. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est que quand vous prenez le livre qui vient d'être écrit par un certain Klaus Schwab, que je présente vite fait, qui est le fondateur de Davos, vous savez, le fameux forum économique et social. Ce qui est très intéressant, c'est que ce monsieur vient de sortir un livre qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation, ou le grand reset, si vous voulez. Alors c'est intéressant parce que quand vous marquerez ce bouquin qui est écrit, hein, je veux dire, on peut même pas dire ça y est, janvier, il est parti dans un théorie complotiste. Pas du tout. C'est un bouquin qui a été écrit par Schwab, qui est quand même une figure de proue puisqu'il a fondé Davos. Donc il écrit. Et c'est là, je lance un petit message quand même à nos amis restaurateurs et indépendants. Il ferait bien, à mon avis, d'y regarder à deux fois parce que Schwab décrit vraiment réellement dans ce livre que, en fait, on assiste à un tournant de notre civilisation et que tous les indépendants, c'est-à-dire les petites PME, PMI, restaurateurs, artisans, encore les artisans, on aura toujours besoin d'un plombier, pour l'instant d'un électricien, ils vont être moins touchés. Mais toutes les catégories un peu d'indépendants sont appelées à disparaître. C'est Schwab l'écrit.
C'est-à-dire que ce qui va subsister dans cette espèce d'hégémonie mondiale, industrielle, européenne et mondialiste, si vous voulez, il y aura des grands groupes, que des grands groupes. Ah, il y aura les entreprises du CAC 40 qui, elles, vont employer de moins en moins de gens parce que ça sera de plus en plus axé sur la robotique. Et puis, ils n'hésiteront pas à délocaliser, donc à mettre au chômage pas mal de gens. Et ça sera quelques grands groupes industriels. Vous savez, il y aura des grands groupes agroalimentaires. Vous pourrez toujours faire du click and collect, ça c'est la grande mode, vous savez, maintenant il faut, ah oui, on va chercher ces petits paniers et tout ça. Donc finalement, c'est vous qui bossez, vous payez, en plus vous allez chercher vos colis. C'est très intéressant, je trouve, comme concept. La notion de service, je sais pas, c'est un peu dépassé. Et voilà. Mais ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petits restaurants, les petits cafetiers, les petits entrepreneurs vont disparaître. Ils sont en train de disparaître. Et c'est ça, c'est grave. Et ce qui m'attriste, c'est que beaucoup de gens ne le voient pas pour l'instant. Ils sont dans un espèce de déni. Ah oui, non, mais le gouvernement ne peut pas nous faire ça. Et puis non, on va attendre une date de réouverture. Mais il faudrait quand même, voilà, sans vouloir faire de la pub pour son bouquin à Klaus Schwab, parce que ça m'énerve de lui donner 3 € à celui-là, mais n'empêche que quand vous lisez son livre, c'est édifiant, c'est écrit. C'est écrit, c'est exactement, si vous mettez ça en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société, c'est exactement ce qui est en train de se produire depuis début 2020. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, en réalité, vous ne bossez plus. Vous ne pouvez plus travailler. Vous ne pouvez plus faire vivre votre famille. Vous ne pouvez plus décemment aspirer à vivre des fruits de votre travail. Cette notion est en train de disparaître complètement. Ben, ça, c'est dramatique. Et j'en parlais dans un entretien avec Charles Sana, le droit privé aujourd'hui n'existe plus. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le droit privé n'existe plus. Mais vous savez, ça n'existe plus, c'est parce que il y a le TAFTA qui, vous savez, le fameux traité transatlantique, qui est pour l'instant n'a pas encore été entériné, mais c'est un gigantesque accord entre les États-Unis et l'Europe et Bruxelles, etc. C'est-à-dire que le CETA, qui est l'accord économique canadien-européen, a été mis en vigueur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être inondé de viande bovine made in Canada, c'est-à-dire survitaminée en hormones, etc. Le tout adoubé par notre ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui, elle quand même, me fait rire un petit peu, cette petite dame, c'est qu'elle se dit écologiste, mais le jour où il a fallu prendre une décision pour voter pour ou contre le CETA, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est abstenue. Je ne sais pas comment on peut faire pour s'abstenir dans une décision aussi grave. Soit vous êtes pour, ok, vous l'affichez, vous êtes pour, soit vous êtes contre, et vous l'affichez aussi, mais vous ne vous abstenez pas. L'abstention, c'est... Bon, attendez, c'est... bref, c'est que je joue l'anguille, quoi. C'est-à-dire, oulala, faut surtout pas se mouiller. Donc déjà, le droit privé, alors si on reprend cette histoire de droit privé, c'est vrai qu'avec le TAFTA, j'avais longuement étudié cette affaire de TAFTA à l'époque, j'avais même publié en son temps d'ailleurs une lettre ouverte aux élus et aux députés, qui n'a évidemment pas eu d'écho, parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'écho, c'est un petit peu compliqué, mais en me disant, attention, c'est que le droit privé avec le TAFTA, il n'y en aura pas. C'est-à-dire que le litige entre sociétés privées, entre deux entreprises. Par exemple, s'il y a un litige entre une entreprise américaine et une entreprise française, ou même deux entreprises françaises, si le TAFTA était entériné, ça ne serait plus un tribunal qui jugerait du différent ça serait une entreprise privée, une société privée qui jugerait du différent. Ce qui veut dire que le droit n'existe plus, c'est-à-dire en matière simplement de code civil ou pénal, ça n'existe pas. Ça va être juste jugé par des privés. Et là, c'est hyper grave. Ça veut dire que vous imaginez les conséquences derrière. Ça veut dire que n'importe qui va pouvoir juger, mais pas en son âme et conscience. Cette fois-ci, c'est en fonction de ce que ça va rapporter. Et ça, c'est dramatique aussi. Et c'est ce qui nous pend au nez, parce que vu que le CETA a été entériné, le TAFTA, un beau jour, le sera. J'espère pas le plus tard possible, mais enfin bon, c'est dans les tuyaux en tout cas.
Un mot sur les chiffres du Covid-19, c'est comme avec les chiffres du chômage, on n'y comprend pas grand-chose. Dans votre livre, vous revenez sur cette guerre des chiffres. Pour vous, les chiffres du Covid ne correspondent pas du tout à la réalité de la maladie. Bah, c'est un peu compliqué cette histoire de chiffres. Effectivement, c'est une guerre des chiffres. Bon, déjà, pendant le premier confinement, si vous vous rappelez, il y a plein de gens qui arrivaient donc dans les urgences, c'était assez saturé, mais les gens, il n'y avait pas de tests. Donc les gens, il y a eu des décès, mais tous les décès ont été imputés au Covid-19. Or, il n'y avait pas de tests à l'époque, il n'y a pas eu d'autopsie. Moi, je ne me rappelle pas qu'en France, il y a eu des autopsies. Il y a eu quelques autopsies en Italie. Je sais qu'il y a eu une vingtaine de mémoire, 20, 25 autopsies en Italie, et c'est tout. Donc, c'est vrai que plein de gens sont morts, sont décédés et imputés au Covid-19. Donc déjà, on ne peut pas le savoir, on ne saura jamais réellement les vrais chiffres, on ne les saura jamais. Alors après, vous avez une grande différence quand même entre les chiffres de Santé publique France et les chiffres de l'INSEE. Donc déjà, vous vous dites, c'est qui a raison? l'INSEE, Santé publique France, on ne sait pas trop. En plus, bon, je vous fais une petite aparté là. Ce qu'il faut comprendre aussi, parce que ça me paraît important, c'est que en France, comme dans les pays européens aujourd'hui, vous avez un gouvernement, donc un chef de l'État des ministres, ça c'est clair, qui sont censés diriger le pays. En réalité, aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire, vous avez un conseil scientifique, à la tête le professeur Delfrécy, que je ne vais pas représenter une nouvelle fois, 32 membres dans ce conseil scientifique, dans ce haut conseil scientifique. 32 membres, 3 médecins. Cherchez l'erreur. Le reste, ce sont des technocrates et des bureaucrates. En dessous de ça, vous avez Santé publique France, un organisme qui a été fondé en 2016 par François Hollande. C'est un organisme récent. 692 ou 696 employés, et tenez-vous bien, 800 millions d'euros de budget l'année dernière en dotation exceptionnelle. 800 millions d'euros pour 696 employés. Ah. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Santé publique France ne paye pas de loyer. Ils sont dans des locaux de l'État, donc ils ne vont pas payer leur petit loyer. Mais non. Et vous vous dites, attendez, si 800 millions d'euros pour 693 employés, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de loyer. Et ils font quoi des 800 millions d'euros? Du champagne? Bon, bref. Mais alors, on se demande, parce que moi, je ne sais pas, 800 millions d'euros, c'est une somme quand même. Ce n'est pas 50 000 euros, ce n'est pas 100 000 euros. Donc voilà. Et en dessous de Santé publique France, vous avez toutes les ARS. Les ARS, c'est quoi? Ce sont les agences régionales de santé. Et là, peu ou prou, ils sont à peu près 10 000 employés. Donc en fait, vous avez une espèce de monstruosité technocratique et bureaucratique, donc du haut conseil scientifique jusqu'aux ARS, dont le métier, si on peut appeler ça un métier, est de pondre des rapports alarmants, exagérés et quelquefois même mensongers, tous les jours que Dieu fait. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous appelez Emmanuel Macron ou un préfet ou peu importe qui, et vous avez sur votre bureau une pile de rapports émanant de ces institutions qui, mon Dieu, il y a eu un cas de Covid, en plus dans le département X, mon Dieu, vite, alors, ouais, allez, on recommence, délire confinatoire, il est couvre-feu, bon, là, les couvre-feux en plus, on se demande, parce que quand il y a le couvre-feu, c'est une inconnue, le virus ne circule plus. Terminé, couvre-feu, ouais, terminé. Non, mais c'est comme si un couvre-feu allait enrayer le virus. Non, mais je veux dire, c'est du grand délire. Mais, donc voilà un peu où on en est. Il faut bien comprendre ce concept-là, parce que nous avons une machinerie administrative qui est là, qui est bien implantée, dont certains médecins passent sans arrêt à la télévision, comme Karine Lacombe, par exemple, l'inénarrable Karine Lacombe, qui, elle, s'était fait pour mission de dézinguer le professeur Raoult. Donc, elle passe beaucoup de temps devant les médias, un peu moins dans son carré, dans son précaré où elle officie.
Elle vient d'être promue récemment par Emmanuel Macron à recevoir la Légion d'honneur. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pour son nombre de records absolus d'interviews dans les médias. Parce que là, c'est presque du Guinness. Elle est presque en pole position dans le Guinness. Là. Donc voilà. Mais voilà, on est dans une espèce de mafia médicale quand même. Alors évidemment, comment il ose dire ça? Bah oui, j'ose le dire. Oui, c'est parce qu'il faut quand même pas exagérer, quoi. Autant il y a des médecins que je respecte réellement et qui sont en train de sauver des vies dans les hôpitaux et qui font le job, mais eux, ils sont pas devant les médias. Ou même le professeur Raoult qui, lui, est obligé de se défendre comme il peut parce qu'il se fait attaquer de toutes parts, n'empêche que on peut être d'accord avec son protocole d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, on peut être d'accord ou pas. Je rentre même pas dans le débat. D'abord, je suis pas médecin, donc je peux pas me permettre de juger du bien fondé de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Mais en revanche, ce que j'ai observé, c'est que le professeur Raoult a sauvé des vies, il a sauvé des gens, il a guéri certaines personnes de ce Covid-19, dont le maire de Nice, d'ailleurs Christian Estrosi, qui l'avait déclaré, ou la députée à l'époque LR, Valérie Boyer, etc. etc. Donc après, on peut lui tirer dessus, on dit ouais, mais bon, il bosse, il fait des choses, il a sauvé des vies. Après, je rentre même pas dans le débat si oui, l'hydroxychloroquine est efficace pour tout le monde. J'en sais rien et je ne veux même pas rentrer dans le débat. Mais en attendant, il y a quand même deux choses. Il y a quand même deux mondes, je veux dire, différents. Il y a ceux qui bossent et qui sont en train de sauver des vies et ceux qui parlent devant les médias. Et ceux qui parlent devant les médias, curieusement d'ailleurs, quand vous prenez, pour revenir à Karine Lacombe, elle a quand même touché plus de 200 000 euros de la part du laboratoire Gilead. Hein. Je veux dire, c'est pas une bulle d'esprit, c'est un fait. Et elle et d'autres. Hein. Donc, bon, enfin, vous voyez un peu, voilà, je vous brosse un peu le tableau qu'on relate effectivement. Excusez-moi. Donc, tout ceci est expliqué dans notre livre, bien sûr. Hein. D'ailleurs, au passage, je ne l'ai pas fait au début, j'aurais dû le faire au début. Je remercie quand même notre éditeur, Harald Benoliel, ça c'est le directeur de notre maison d'édition IS, parce qu'il a eu le courage de nous dire, Jean-Loup et moi, OK, je veux bien publier votre livre. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde de l'édition est quand même. Moi, ce n'est pas un monde de bisounours. Remarquez, on se demande sur cette planète qu'est-ce qu'est un monde de bisounours, mais il a eu le courage vraiment de nous faire confiance. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier, voilà, au travers, et de remercier évidemment mon complice Jean-Loup. On a joué le jeu et on continue à jouer le jeu. Voilà, je referme ma page de remerciements. Et je vous remercie à vous d'ailleurs de m'interviewer aujourd'hui. Voilà, aussi. Écoutez, merci à vous. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est votre franc-parler, comme là actuellement dans l'entretien. Quel est votre regard sur le traitement médiatique de cette crise sanitaire? Vous en parlez longuement dans votre livre. Vous parlez clairement d'une désinformation de masse. C'est que de la propagande. Vous ouvrez les médias aujourd'hui, c'est que de la propagande. C'est-à-dire, moi je les regarde vite fait sur Internet. Je regarde, alors, je vous rassure de suite, je regarde plus les JT de TF1 de France 2 depuis longtemps parce que bon, sauf de temps en temps quand même pour. En tant qu'écrivain polémique, je suis obligé quand même de temps en temps de regarder un peu ce qui se passe, etc. Mais sinon, c'est que de la propagande. C'est que tous les jours que Dieu fait, vous ouvrez les médias via Internet. Alors, c'est coronavirus, le nombre de morts, le nombre de testés positifs augmente. C'est un peu logique, remarqué, puisque de plus en plus de gens se font tester. Donc, forcément, si de plus en plus de gens se font tester aujourd'hui, il y aura de plus en plus de cas positifs qui vont être trouvés. Ça me paraît tellement évident que voilà, un gamin de 5 ans pourrait le déduire, mais apparemment, chez les technocrates, c'est encore autre chose. Mais bon. Et donc, si vous regardez, c'est que de la propagande, mais là où ça devient vraiment dangereux, je dirais, et répugnant, scandaleux aussi, c'est que c'est une campagne pour terroriser les gens. C'est-à-dire que tous les jours, les gens deviennent terrorisés par ce matraquage journalier des grands médias, c'est-à-dire c'est tous les jours, attention, vous êtes à risque, attention, ce coronavirus tue, attention, n'allez surtout pas
aller fêter Noël avec papy, mamie, ou alors, comme disait notre sinistre de la santé, hein, Olivier Véran, vous mangez la bûche dans la cuisine pendant que papy, mamie, non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi. Donc, c'est quand même du matraquage, mais du matraquage qui finit par terroriser les gens. Vraiment, moi je discute, vous savez, je discute déjà avec des voisins, là où j'habite une petite ville, donc je discute avec des gens sur le marché, je fais mes cours, je regarde, on discute avec mon épouse, etc. Mais on se rend compte que des gens sont terrorisés aujourd'hui, terrorisés par ce matraquage honteux et scandaleux, alors qu'en réalité, si on prend les chiffres, alors parlons chiffres. Aujourd'hui, enfin, après les chiffres de l'OMS, d'après ce que j'ai pu regarder, il y a eu 1 800 000 personnes sur la planète entière qui sont décédées suite à ce Covid-19. Bon, ce sont des chiffres, ce sont des données brutes. Ça, c'est marqué aussi, c'est écrit aussi dans le paragraphe de l'OMS. Donc, des données brutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens sont arrivés dans les urgences des hôpitaux, etc., ou sont morts chez eux, mais ce sont des gens qui ont pu aussi décéder d'autres choses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pouvaient être atteints de comorbidité ou d'une autre pathologie diabétique, etc., ou de maladie respiratoire. Bon. Donc, ils sont, en fait, on ne peut pas, sur ces 1 800 000 personnes ou 1 900 000 personnes décédées aujourd'hui du Covid, en tant que données brutes, on peut raisonnablement se dire qu'il y a vraiment peut-être, parce qu'encore là, on n'est pas sûr, 1 million de personnes réelles qui sont mortes vraiment de ce virus. D'accord? Quand on regarde la moyenne d'âge des gens qui sont décédés à cause de ce virus, ce sont quand même pas, c'est pas des jeunes perdants de l'année, hein, ce sont des gens qui sont malheureusement des seniors plus, etc., etc., et plus ou moins atteints d'autres pathologies. Mais qu'est-ce que nous dit l'OMS? Parce que moi, finalement, quand on parle de chiffres, j'aime bien regarder aussi les chiffres officiels. Prenez les chiffres de l'OMS, toujours, hein. Il y a à peu près dans le monde entier, pareil sur la planète entière, vous avez chaque année entre 150 et 600 000 personnes qui décèdent de la grippe saisonnière chaque année. Dans l'indifférence générale la plus complète d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'il y a 600 000 personnes qui décèdent de la grippe chaque année que tout le monde se retrouve masqué jusqu'au nez, enfin jusqu'aux yeux, et en train de se battre avec des commerces fermés, etc. Donc, c'est un peu étrange. Vous avez aussi des millions de gens qui meurent chaque année, chiffre de l'OMS aussi, de maladies infectieuses. Toujours pareil dans l'indifférence générale. Voilà. Et vous avez aussi 9 millions de gens qui meurent chaque année de la faim dans le monde, parce que ça aussi, dans l'indifférence la plus totale, c'est-à-dire que, mon Dieu, ils sont morts de faim. Mon Dieu. Ouais, mais enfin, bon, il y a 9 millions de gens quand même qui meurent de faim. Ça, ce sont des chiffres inquiétants. Vous voyez, ça m'inquiète beaucoup plus que 800 000, 1 million de gens décédés par un coronavirus. Alors après, que ce coronavirus puisse être dangereux pour certaines personnes, certes, on n'est pas en train de mettre en cause la dangerosité supposée ou réelle de ce virus. Je ne veux même pas rentrer dans le débat. Maintenant, ce que l'on condamne, mon complice et moi, Jean-Loup, c'est la gestion calamiteuse, scandaleuse, voulu par notre gouvernement et par tous les pays européens, et voire même tous les pays du monde entier. Parce que, je vais vous dire, comme le dit très bien le professeur Raoult, c'est vous avez un virus qui arrive. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester les gens, les soigner et les guérir. Le reste, c'est quoi? Le confinement? Mais ça sert à quoi? Le couvre-feu? Ah mon Dieu, oui, bien sûr, couvre-feu, ça va empêcher. Oh, oui, c'est vrai. Oh, le restaurant fermé, ah ouais, mais dans les transports en commun, quand vous prenez le métro à Paris, vous êtes serrés comme des anchois. Alors là, le virus, il ne circule plus. Ah non, dans les transports en commun, il ne circule pas. Mais dans les restos, il circule. Alors, il faut fermer les restos. Non, mais ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. C'est bientôt le couvre-feu à 18h dans peut-être la France entière, là. Waouh. Mais moi, le couvre-feu, c'est les anciens qui ont été habitués à ça à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, un couvre-feu, c'était uniquement fait pour ça. C'était fait pour éviter que les lumières soient visibles du ciel et pour éviter de se prendre des bombes sur la tête. C'est pour ça qu'on mettait un couvre-feu. Puis comme ça muselait tout le monde un peu à la maison. Mais c'était en temps de guerre. Là, c'est pour un virus qui circule. Bref, enfin, vous voyez un peu, c'est d'un ridicule absolu, quoi.
Un mot aussi sur le vaccin, enfin les vaccins, et je me permets de vous poser la question, vous êtes considéré comme une personne à risque, vous irez vous faire vacciner? Bah, moi, j'ai 66 ans, donc c'est vrai que normalement, je suis considéré comme une personne à risque, bien sûr, puisque je ne suis plus un jeune perdreau de l'année. La question, je vais aller me faire vacciner, je vais vous dire sans ambiguïté, la réponse est non. Alors, je vais clairement exposer mon... Alors là, c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Moi, je ne suis pas anti-vaccin. Ça veut dire ce qu'il faut comprendre, je vais rassurer tout de suite les gens qui se disent, mon Dieu, voilà. Non, je ne suis pas anti-vaccin. Je pense que des vaccins ont fait leurs preuves sur cette planète pour éradiquer la variole, la poliomyélite, le tétanos, etc. Donc, je pense que ce sont des vaccins utiles. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été vacciné aussi contre toutes ces maladies. Donc, voilà. En revanche, pour cette affaire de coronavirus, là, effectivement, la réponse, comme je vous l'ai dit, est non, parce que pour l'instant, quelles sont les informations que nous avons à propos de ce vaccin? Pfizer et Moderna ont sorti un vaccin donc de nouveau, révolutionnaire sur le marché, puisque c'est un vaccin ARN messager, donc qui, une fois, si j'ai bien compris, parce que encore une fois, je suis pas médecin, mais si j'ai bien compris un peu ce que j'ai pu étudier, donc une fois, ça agit sur votre génome, ça peut agir sur votre génome. Alors, il y a des tas de gens qui disent, mais non, ça agit sur rien. Enfin bon, c'est quand même de l'acide ribonucléique injecté. Bon, après, je suis pas médecin, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais bon, toujours est-il que vous n'avez pas de recul sur le sujet. C'est-à-dire que normalement, pour un vaccin de ce type, d'ailleurs pour un vaccin sur le coronavirus, même si ce n'est pas un vaccin de ce type, comme le dit le professeur Raoult et d'autres, d'ailleurs, il faut quand même des années pour mettre au point un vaccin. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Or là, en moins d'un an, c'est-à-dire en 7-8 mois, Pfizer et Moderna et d'autres d'ailleurs sortent des vaccins. Ça, c'est quand même d'une rapidité extraordinaire. Bon, vous me direz, quand il y a des bénéfices à se faire engranger, on peut mettre le turbo, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais alors, donc du coup, ce vaccin, efficace ou pas? Personne n'en sait rien. Alors évidemment, Pfizer annonce 94% d'efficacité après la deuxième injection. Oh, 94, bon déjà on n'est pas à 100%, mais bon. Mais quand vous lisez le Vidal, la Bible des médecins, c'est toujours pareil, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, le Vidal est beaucoup moins optimiste, puisque dans un paragraphe du Vidal, il cite que 54%, 54,6% de mémoire, je vous le cite, le petit paragraphe, ce vaccin serait efficace à 54,6%. Ah, on est plutôt dans les 94. Alors déjà, entre Pfizer, Moderna et le Vidal, il y a une grande différence, hein, puisque quand même, entre 94% et 54%, gros écart. Ensuite, personne ne peut prédire, et là, aucun scientifique ne s'engage à vous dire qu'est-ce que ça va donner sur les générations à venir. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne vais pas faire d'enfants aujourd'hui, mais les gens qui ont 20, 30, 40 ans, qui vont faire des enfants, qui vont se faire vacciner, est-ce qu'ils savent, eux, ce que ça va donner sur leur descendance? Et est-ce qu'ils savent aussi ce que leurs descendants, quand ils se marieront plus tard, qu'est-ce que ce vaccin va donner sur la descendance future? Ils n'en savent strictement rien, mais rien. Donc personne ne peut prédire, aujourd'hui ne peut dire qu'est-ce qui va se passer sur un moyen terme et un long terme. Sur un court terme, pour l'instant, ce vaccin, bon, ma foi, des quantités de gens se sont fait vacciner, à part les effets de fatigue, machin, mais ça, c'est un peu commun à tous les vaccins. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de gros dégâts, mais qu'est-ce que ça va donner pour les générations futures? Ça, personne n'en sait rien. Ensuite, d'après ce que j'ai lu récemment quand même sur ce vaccin, c'est que ce vaccin immuniserait les gens pour quelques mois. Ah, fabuleux. Ça veut dire que vous allez vous faire vacciner aujourd'hui, et hop, dans 4 mois, rebelote. Ah non, on n'en sort pas. Alors, si tous les 4-5 mois, il faut se faire vacciner, là, ça commence à faire beaucoup. Soit un vaccin vous immunise quand même pour un temps relativement long, soit s'il faut se faire vacciner tous les 4-5 mois, moi, je déclare forfait de suite, quoi. Alors, c'est peut-être jackpot pour les labos, ça c'est clair, hein. Vaccination, allons-y, on pique, et glou, on engrange. Mais honnêtement, non. Alors après, on nous dit, oui, mais alors vous comprenez, vous continuerez quand même à porter un masque malgré le vaccin.
Ah, allons bon. Alors, il faut savoir, soit le vaccin protège, et c'est fabuleux, il nous protège. Alors, à ce moment-là, on retombe le masque, on arrête toutes les bêtises, on arrête toutes les histoires de confinement, de couvre-feu et de je sais pas quoi. Mais alors, s'il faut porter le masque, ça veut dire qu'il ne protège pas. Alors, mais ça devient d'une incohérence totale. Alors, ça sert à quoi de se faire vacciner si après il faut continuer à porter le masque jusqu'aux yeux et parce que oulala, on va contaminer je sais pas qui. Donc voilà, non, il y a trop d'incertitudes aujourd'hui avec cette histoire de vaccin. Il n'y a pas de recul. Et moi, je préfère m'en tenir un peu à quelques spécialistes médicaux auxquels je pense, auxquels je crois et qui disent qu'il faut quand même plusieurs années pour mettre au point un vaccin. En plus, si vous prenez même le vaccin contre la grippe saisonnière, n'importe quel médecin va vous dire que ce vaccin contre la grippe est efficace, mais pas contre toutes les souches grippales. Le vaccin de la grippe est efficace contre un certain nombre de souches, mais pas toutes les souches. Et pour ce coronavirus, j'ai l'impression que ça va être la même chose. Donc, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Voilà. Mais encore une fois, la position sur ce vaccin, le fait que moi, je ne me ferai pas vacciner, ça m'engage que moi. Voyez. Mais alors en plus, pour terminer sur ce chapitre, ce que je ne comprends pas, c'est que 6 vaccins protègent les gens. Bon, 6 vaccins protègent les gens. Alors pourquoi enquiquiner ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner pour le recevoir? Je vais vous dire, si demain mon voisin se fait vacciner et il me dit mais moi je suis immunisé, donc il ne va pas venir normalement en toute logique, il n'aurait pas à venir me dire mais alors vous n'êtes pas fait vacciner, à cause de vous je suis à risque. Ah non, il est vacciné donc il est protégé. Alors il faut savoir, il protège ou il ne protège pas. On est en pleine incohérence là. On est protégé ou on n'est pas protégé? Moi, je ne sais pas, un vaccin, moi je me suis fait vacciner contre le tétanos. À chaque fois, j'ai eu des rappels parce que je bricole beaucoup. Le vaccin, je lis, comme tout le monde, le vaccin du tétanos est efficace à 100%. Bon, voilà, je me fais vacciner, je ne vais pas aller enquiquiner mon voisin pour lui dire « Ah, vous n'êtes pas fait vacciner contre le tétanos, ça ne va pas, hein ?» Mais je m'en fous, je suis immunisé. Donc, il faut savoir, on est immunisé ou on ne l'est pas. Donc, c'est un cirque. En fait, on est vraiment en plein Corona Circus. Voilà, je pense que comme ça, au moins, c'est clair. Ma dernière question pour terminer notre échange. Vous n'avez pas peur qu'on vous traite de complotiste? Oh, bah si, bien sûr, mais j'ai pas peur, remarquez. Mais vous savez, aujourd'hui, ce mot est galvaudé. Enfin, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. À l'origine, le mot complotiste, ça voulait dire une personne qui va dénoncer un complot. Aujourd'hui, vous êtes complotiste, c'est-à-dire ce mot a été sciemment transformé. Mais de toute façon, aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec la doxa gouvernementale ou la propagande médiatique, vous êtes de toute façon catalogué comme complotiste. Voire plus. On va vous catégoriser aussi comme facho. Enfin bon, bref, j'en passe les meilleurs si vous voulez. Mais donc, si le fait de dénoncer et de ne pas être d'accord avec certaines choses est, encore une fois, d'établir des faits, parce que dans notre livre, vous savez, je vais vous dire honnêtement, nos opinions transparaissent peu. Ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est vraiment des enquêtes, des faits, des chiffres et un peu d'humour. Parce que quand même, c'est vrai que si on ne fait pas d'humour un peu, ça devient compliqué. Là, on a une tendance à vouloir se tirer une balle, et ça, c'est pas bon. On irait rejoindre d'ailleurs, en parlant de se tirer une balle, je vais vous ajouter quand même une chose inquiétante quand même qui malheureusement est en train de se produire depuis l'année dernière, c'est que le nombre de gens, il y avait un pourcentage de gens qui rentrent en dépression chaque année en France de l'ordre de 10%. Aujourd'hui, enfin depuis ces histoires de pandémie et crise sanitaire, ce nombre de 10% est passé à 21%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 21% de gens qui sont dans la dépression et qui malheureusement sont obligés de prendre des antidépresseurs, etc., etc. Donc c'est quand même un chiffre très inquiétant. On ne parle pas non plus des gens qui se sont suicidés et qui ont mis fin à leur jour à cause d'être acculés à la faillite, à cause voilà. Alors si je peux me permettre un conseil à ces gens qui sont un peu dépressifs, arrêtez d'être dépressifs
et changer de comportement, mettez-vous plutôt à essayer de bouger et de dire non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, plus on sera nombreux à dire, à montrer notre désaccord, et plus quand même les choses pourront peut-être continuer un peu à s'inverser. Parce que pour l'instant, malheureusement, force est de constater qu'on est en plein dans une dictature. C'est une dictature sanitaire. Vous voyez, qui est en train de masquer d'ailleurs tout le reste. Cette dictature sanitaire masque tout, mais tout existait un peu avant. Aujourd'hui, tout est masqué. Et Emmanuel Macron joue là-dessus pour arriver après, parce que vous verrez que cette histoire d'état d'urgence va certainement être prorogée jusqu'à la fin de l'année, état d'urgence sanitaire, hein, j'entends. Mais l'année prochaine, il sait quoi? C'est les élections présidentielles, donc on y arrive, c'est 2022, ça y est, on est reparti pour 15 tours. Donc vous voyez, c'est vraiment voulu ça, on est en plein, il faut quand même que beaucoup de gens réalisent, et c'est mon vœu le plus cher au travers de notre livre, c'est que quand même ça fasse peut-être, ça apporte une petite lumière d'espoir aux gens, c'est qu'on peut y faire quelque chose. Voilà, on peut faire quelque chose, on peut essayer que les gens soient plus informés. Et mon Dieu, il faut. C'est pas parce que vous allez rentrer, je fais un peu un appel, mais c'est pas parce qu'on va rentrer, on va être en désaccord avec l'État qu'on est forcément des terroristes. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on est en désaccord, point barre. Et si on pèse un peu plus avec nos désaccords, on peut peut-être arriver à faire bouger les choses. Voilà. Et c'est un peu le but. Quand on a sorti notre livre, on s'est dit après tout, voilà, si ça peut informer les gens, ben, c'est bien. C'est pour ça qu'on le fait. Voilà.